Vous êtes-vous déjà demandé si en France, vous viviez réellement en démocratie? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait très largement possible d'améliorer notre système politique? Ou bien au contraire, pensez-vous que nous avons atteint le summum en matière de politique et qu'aucun autre système ne pourrait être plus parfait? La prochaine fois que vous aurez une discussion autour de la politique, posez-vous une seule question. Est-ce que les mêmes décisions absurdes auraient été prises si l'on avait mis le maximum d'intelligence possible sur le sujet? Normalement, dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Mais alors, comment peut-on être en démocratie si les décisions viennent du haut et qu'elles sont souvent prises à l'insu du peuple? Tout simplement parce que nous sommes dans une démocratie représentative. C'est le niveau le plus faible qui existe, le niveau zéro de la démocratie. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est une poignée de dirigeants qui prend toutes les décisions. Donc notre démocratie ressemble à s'y méprendre à une oligarchie. D'ailleurs, la vraie fonction de notre président, ce n'est pas de présider, mais bien de diriger. Je vous rappelle que présider, à la base, c'est trancher lorsqu'il y a égalité des voix, couper quelques rubans lors d'inauguration peut-être, mais certainement pas de décider de tout. D'autre part, pensez-vous que la corruption ou les lobbies n'aient jamais influencé aucune décision importante? Il faut dire que non seulement notre système politique ne propose aucun rempart contre la corruption, puisque les décisions reposent sur un très faible nombre d'individus, mais en plus elle l'encourage, puisque le pouvoir, par définition, corrompt. Je vous propose dans cet article de prendre un peu de recul sur notre démocratie, en jetant un coup d'œil au principe de la démocratie athénienne de la Grèce antique, et vous allez vite comprendre ce qu'est une véritable démocratie. À l'époque, avec des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, ça vous rappelle quelque chose? Ce sont les petits fermiers paupérisés qui se sont soulevés et qui ont instauré un nouveau système, la démocratie participative, dont je vais vous expliquer les principes. Premièrement, les Athéniens partaient du principe que si on lui en donnait l'occasion, chacun mettrait la main dans la caisse et tirerait profit de son activité politique. C'était un principe de base et partant de là, ils ont simplement pris toutes les dispositions pour limiter ces occasions. Deuxième principe, les Grecs ne disposaient évidemment d'aucun outil informatique, mais ils ont mis en place un véritable logiciel humain, et ils se réunissaient par centaines, voire par milliers pour débattre tous ensemble des décisions jusqu'à ce que la nuit mette fin au débat. N'importe quel citoyen pouvait y participer s'il le souhaitait et prendre la parole. Il n'hésitait pas à faire plusieurs kilomètres à pied pour prendre part à la vie politique de la cité. Il faut dire qu'être un citoyen était un privilège, mais c'était surtout un devoir sacré. Aujourd'hui, alors qu'on dispose d'impressionnants moyens technologiques, le pouvoir reste centralisé et totalement inaccessible aux citoyens. On rappelle que Philippe Bas, rapporteur de la commission des lois du Sénat, a affirmé qu'il était inconstitutionnel qu'un citoyen propose un amendement. En d'autres termes, vous avez voté, maintenant vous la mettez en sourdine. Troisième principe, il n'y avait pas d'homme politique. Il n'existait même pas de mot pour ça. Et c'est là tout le génie des Grecs. N'importe quel citoyen pouvait endosser le rôle d'orateur et se faire entendre, mais l'orateur idéal était quelqu'un capable de parler sans détour, et surtout sans se faire entendre trop souvent. Et chaque année, on décernait les récompenses honorifiques aux citoyens qui avaient proposé ce qui était le meilleur pour le peuple. Quatrième principe, il n'y avait pas non plus de parti politique. Il y avait bien quelques regroupements de dirigeants, mais ils ne pouvaient prendre aucune décision dans leur coin. Cinquième principe, tout leur système démocratique était basé sur le fait que n'importe quel citoyen était capable de gérer les affaires de la cité, sans qu'il y ait besoin de connaissances poussées. Le but était justement d'empêcher l'émergence de spécialistes, comme des avocats ou des magistrats, pour éviter de retomber dans une oligarchie. Professionnalisme et démocratie étaient tenus pour fondamentalement contradictoires. Alors bien sûr, il y avait toujours quelques professionnels expérimentés pour s'occuper des affaires les plus complexes et les plus importantes, l'un n'empêche pas l'autre. Et tout citoyen tiré au sort pouvait être écarté de sa fonction s'il n'était pas jugé digne de l'occuper. Sixième principe, la plupart des magistrats étaient tirés au sort parmi les citoyens volontaires, pour une année non renouvelable. Ça permettait au système d'éviter de s'encrouter et de se renouveler chaque année. Ça limitait également la corruption. Et enfin, septième et dernier principe, il était également possible d'attaquer celui qui avait proposé un décret s'il s'avérait nocif pour l'intérêt du peuple. C'était l'un des remparts de la démocratie athénienne, puisque même si un orateur habile et démagogue arrivait à convaincre les citoyens de voter pour sa proposition, pendant un an, il pouvait être poursuivi dès lors qu'on se rendait compte de la supercherie. Et au troisième jugement défavorable, la personne pouvait perdre ses droits de citoyen et être endettée à vie. Les peines étaient particulièrement sévères et dissuadaient quiconque de tromper le peuple. La philosophie sous-jacente à ces peines est claire. Le peuple ne peut jamais avoir tort et prendra indubitablement la bonne décision si le problème lui est correctement exposé.
Voilà donc pour les grands principes de la démocratie athénienne, qui sont diamétralement opposés aux nôtres. Le but était clairement de donner le pouvoir au peuple et d'empêcher la mise en place d'une élite de décideurs. La démocratie, c'est la liberté. Et l'une des marques de la liberté, disait Aristote, c'est d'être tour à tour gouverné et gouvernant. D'ailleurs, le fait de voter une fois tous les 5 ans, qui est à peu près le seul privilège dont nous bénéficions aujourd'hui, est-il une condition suffisante à la démocratie, si rien n'interdit aux candidats de faire preuve de démagogie et de manipuler les masses par les biais cognitifs bien connus des spécialistes en marketing et en communication? Non seulement rien ne l'interdit ou ne punit, mais en plus notre système pousse ces transgressions à leur paroxysme. C'est pour cette raison que des malades mentaux comme Donald Trump arrivent au pouvoir. De plus, aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'existe aucune loi qui oblige un président élu à tenir ses promesses. Et ça, c'est quand même très grave, puisque c'est sur ce principe que se base notre démocratie. Surtout qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, pour un citoyen d'amener un dirigeant à rendre des comptes. Et le pire est encore à venir. Aujourd'hui, on commence à avoir des logiciels qui s'appuient sur le big data pour déterminer le programme électoral qui donnera le plus de chances de remporter une élection. Ces algorithmes, qui commencent à faire leurs preuves, représentent un réel danger pour notre démocratie, puisqu'en proposant uniquement les choses qui plaisent le plus, soit les programmes politiques qui en découlent sont effectivement suivis et les conséquences à long terme peuvent être désastreuses, soit ils ne sont pas suivis et alors ça ne fait carrément plus aucun sens. Dans un système vertueux, les candidats ne devraient pas avoir avantage à séduire les foules par leur charisme, ou à les manipuler par la peur, ou encore à faire des promesses qu'ils ne tiendront pas. D'ailleurs, voter pour un candidat est complètement absurde, puisque vous votez pour un lot entier d'idées. Sauf qu'il est tout à fait possible d'être d'accord sur certains points avec tel candidat, et sur d'autres points avec tel autre candidat. Surtout que le problème avec notre système de vote, c'est qu'on se retrouve avec un président qui n'a au final qu'un très faible pourcentage de citoyens qui auraient voté pour lui à la base. Alors si on étudie les différents types de suffrages, on se rend compte qu'aucun n'est pleinement satisfaisant, et qu'il y a toujours des situations grotesques qui peuvent apparaître, quel que soit le système utilisé. Mais le problème, c'est justement qu'on vote pour un candidat au lieu de voter pour des idées. Et tant qu'on votera pour un candidat, il sera impossible de sortir de cette impasse. Au lieu de ça, on devrait se concentrer uniquement sur les idées, sur le débat de fond, le tout appuyé sur une base d'information la plus complète possible, puisque pour prendre la meilleure décision possible, il faut avoir les moyens de rester le plus objectif possible. Prenons l'exemple de la plus grande et la plus complète encyclopédie au monde, Wikipédia. Aucun génie, aussi intelligent soit-il, n'aurait été capable d'écrire un 10 000e de son contenu, même en y passant toute sa vie. C'est le fait de mettre notre intelligence en commun qui a permis d'obtenir un résultat aussi extraordinaire et aussi objectif, même si la perfection reste utopique. Alors pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas cette mise en commun de l'intelligence pour prendre nos décisions politiques? D'ailleurs, en décentralisant les prises de décision, il devient extrêmement difficile de corrompre le système, à l'image des blockchains. Dans ce nouveau système, il devrait être possible de tracer et de remonter toutes les étapes de réflexion. De cette manière, il serait très facile de vérifier qu'un argument fallacieux ne s'est pas glissé dans la chaîne de réflexion. Je me rappelle qu'un politique s'était offusqué au micro de RTL devant ce genre d'idée en disant « Mais ce n'est pas ça la politique !» Et je suis bien d'accord, il faut laisser tomber la politique telle qu'on la connaît. Il est grand temps de revoir entièrement notre copie avant qu'il ne soit trop tard. La République démocratique représentait une réelle évolution par rapport à l'ancien régime. Mais aujourd'hui, ce système est à bout de souffle. Il n'est plus adapté pour répondre aux défis du XXIe siècle. Prenez l'écologie par exemple. Aucun dirigeant n'a intérêt à défendre un ralentissement de la croissance, tout simplement parce que ce n'est pas dans son intérêt personnel. Autre exemple, la voiture électrique, qui n'aurait jamais dû voir le jour, puisqu'elle ne fait qu'accentuer un déséquilibre mondial en délocalisant la pollution dans les pays les plus pauvres. Au final, c'est une catastrophe. Et concernant le réchauffement climatique, je vous rappelle que dans seulement 2 voire 3 générations avec un peu de chance, on n'aura pas d'autre alternative que de pulvériser des milliards de tonnes de soufre dans la stratosphère pour créer un nuage autour de la planète qui réfléchira les rayons du soleil. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, ça s'appelle la géo-ingénierie. Donc il devient vraiment urgent de faire quelque chose. Alors vous allez me dire, les discours c'est bien beau, mais maintenant il faut agir. Et pour ça, il y a 2 possibilités. Soit par la force, en descendant manifester dans la rue, avec les résultats qu'on connaît, soit par les urnes. Alors mon idée est simple. Première étape, élire un citoyen quelconque aux prochaines élections présidentielles, dont le but ne sera pas de gouverner. Deuxième étape, démarrer la réflexion et la création d'un logiciel, tant humain qu'informatique, qui sera à la base de notre nouveau système de démocratie participative. Troisième et dernière étape, éprouver et améliorer continuellement la nouvelle méthodologie sur des sujets de plus en plus complexes.
Alors évidemment, ce nouveau système ne pourra jamais remplacer totalement le système actuel, ne serait-ce que pour tout ce qui relève du secret défense. Et il faudrait tout de même avoir un président classique en attendant que le nouveau système soit opérationnel. On l'éprouverait d'abord sur des sujets triviaux, et au fil du temps, on pourrait l'utiliser pour traiter des sujets de plus en plus complexes. Et n'importe quel citoyen pourrait prendre part à la vie politique du pays en apportant sa pierre à l'édifice. En conclusion, il est évident que seule une partie des décisions du pays pourrait être prise de manière participative. Et cela fait partie des choses qu'il est inutile pour l'instant d'essayer de prévoir, car c'est l'expérience qui nous dira ce qu'il est possible de faire et jusqu'où est capable d'aller un tel système. Mais il devient urgent de remplacer notre système politique obsolète, corrompu et malsain par un système plus vertueux. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, nous sommes capables de bâtir la plus grande démocratie de toute l'histoire de l'humanité et de créer un système décentralisé particulièrement efficace et extrêmement difficile à corrompre, qui permette de bénéficier d'un maximum d'intelligence possible. Quel autre pays que la France, berceau de la Révolution et des droits de l'homme, pourrait bien initier de tels changements ? Si nous réussissons, nous pourrions impulser un mouvement d'ampleur mondiale auprès de toutes les démocraties, ce qui signerait l'avènement d'une nouvelle ère pour l'humanité. Il suffit de 500 signatures de maires pour se présenter aux prochaines élections. Alors, qui veut être président et sauver le monde ?